Bonjour à toutes et à tous, nouvelle semaine pour vous et moi. Je vous la souhaite meilleure à celle passée. À la une cet après-midi, prise de contact entre les membres du gouvernement et le président Paul-Henri Damiba. Ce matin, les 25 ministres ont été convoqués par le lieutenant-colonel au pouvoir depuis le 24 janvier dernier. Dévoilé le samedi dernier, ce gouvernement fusionne presque toutes les tendances de la scène politico-sociale burkinabé. Les deux grosses surprises de ce gouvernement demeurent la figure emblématique de la lutte syndicale au Burkina Faso, Bassor Mabazié, et l'analyste Lionel Bilgo, analyse complète du gouvernement dans ce trésor. Et puis de riz dans la région du Sahel, au bord d'une crise alimentaire. Les prix des céréales tels que le mil et le maïs connaissent une hausse chaque jour. La cause est toute trouvée, la crise sécuritaire. Elle a non seulement empêché la production des céréales, mais de nos jours rend aussi difficile le ravitaillement des céréales dans les régions voisines. Dori appelle donc à l'aide. Et pour terminer, le RENLAC réagit sur l'audit général de la gestion des structures de l'administration publique demandé par le chef de l'État à la SELC. Pour Sagado Nakanambo, les investigations doivent être axées sur les ministères de la Sécurité et de la Défense et les résultats de l'audit doivent inspirer des actions concrètes. Vous l'entendrez dans ce trésor. Soyez les bienvenus dans ce journal. Les 25 ministres du gouvernement de Albert Ouedraogo étaient face au président du Faso ce matin pour leur première rencontre. Ils se sont tous engagés pour la sauvegarde et la restauration du pays que prône le chef de l'État depuis la prise du pouvoir par coup d'État le 24 janvier 2022. Le gouvernement s'est donné pour objectif spécifique le retour des déplacés internes dans leur localité d'origine et la restauration même de la sécurité. On écoute le Premier ministre Albert Ouedraogo à l'issue de la rencontre. Il est au micro de Abdourahim Niénié. Cette équipe va travailler conformément aux orientations et aux priorités telles que définies par le chef de l'État, de même qu'à celles de la charte et de l'agenda de la transition. Ces priorités, vous les connaissez déjà, à savoir la lutte contre le terrorisme, la restauration du territoire national, la réponse à la crise humanitaire, la refondation de l'État, l'amélioration de la gouvernance, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la prise en charge et la réinstallation des déplacés internes dans leurs localités respectives. Nous avons, mon équipe et moi, pris l'engagement devant le chef de l'État de travailler avec abnégation à soulager les souffrances des populations et de restaurer notre pays dans ses limites territoriales. C'est pourquoi j'appelle l'ensemble des Burkinabés de tous bords à soutenir le nouveau gouvernement dans ces moments difficiles que traverse notre pays et dans la mise en œuvre de cette vision de rupture que le président du Faso veut impulser à la gouvernance d'ensemble. Les visages qui composent donc le premier gouvernement du président Paul-Henri Damiba sont désormais connus. Beaucoup de surprises dans ce gouvernement restreint de 25 ministres, dont 6 femmes. Le général de brigade Aimé Barthélémy Saint-Poré revient à la tête du ministère de la Défense. Yeroboli, ministre sous le régime Blaise Compaoré, est désormais chargé du portefeuille de ministre d'État chargé de la cohésion et de la réconciliation nationale. Bassor Mabazié et Lionel Bilgo font également leur entrée dans ce gouvernement. Les analyses de Bernard Bougma et Serge pour vous. Dans ce gouvernement fourre-tout, on a presque toutes les tendances de la scène politico-sociale burkinabé. Des universitaires catégorie exceptionnelle au leader syndical intraitable en passant par l'expert ou l'analyste politique, sans oublier les controversés et les techniciens chevronnés. Tout y est. La figure des proches de l'ex-majorité MPP, c'est bien Saline Nebie Konombo du genre. Secrétaire général de Think Tank Burkina International, elle et Harouna Kaboré ont labellisé le président Kaboré lors de la présidentielle de 2020. Saline Nebie Konombo est aussi une figure de proue du mouvement endogène de l'ancien ministre Harouna Kaboré. Le parti de Saran Sérémé, démissionnaire quelque temps avant, est bien représenté par son ancien député, Ouabou Drabo, présenté d'ailleurs comme le premier vice-président du MPSR.
Le CDP, c'est Issaka Soulouema aux questions religieuses, mais c'est aussi et surtout l'ancien directeur de cabinet du président Blaise Compaoré à la personne de Yero Boli, d'abord pressenti comme Premier ministre. Yero Boli, ancien ministre de l'administration territoriale puis de la défense et 3 fois ambassadeur du régime de Blaise Compaoré, était présenté comme l'administrateur civil de confiance du Blaiseau. Il y a aussi celui qui a été épinglé lors du putsch de 2015 alors qu'il était directeur de la sécurité intérieure, parlant de l'officier Omer Bationo qui hérite de la sécurité. Vous avez dit coup d'État? Et oui, le général Saint-Poré qui aux premières heures de la mutinerie disait ne pas savoir ce qui se passe et qui aurait entrepris de sauver ce qui restait du pouvoir de Roch en envoyant les forces spéciales, conserve son fauteuil et mieux, il le renforce. Il est ministre d'État. Mais les 2 entrées fracassantes et tonitruantes sont celles de Bassolman Bazier, figure de proue de la lutte syndicale de ces dernières années, et de Lionel Bilgo, ambitieux et mesuré, analyste perspicace. Les 2 sont d'ailleurs très attendus sur le terrain au regard de leurs nombreuses sorties médiatiques et l'écho de leur intervention. Le juteux et stratégique ministère des Infrastructures est occupé par l'armée à travers la personne du colonel-major Zungrana. Seglaro Abel Somé, l'emblématique secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, depuis la transition de 2014-2015, est confirmé au ministère de l'économie. Alors, gouvernement de combat, de consensus, de défi ou de que sais-je encore, en tout cas sa composition ne renvoie pas forcément à une vision claire à atteindre. Les affaires religieuses étant détachées du ministère de l'administration territoriale, on attend les raisons d'un tel choix également. Un gouvernement civilo-militaire qui ne nous indique pas clairement où il va et qui renferme en lui-même des personnalités qui avaient appelé il y a 7 ans à résister à un coup d'État au pays de Thomas Sankara. Le maître mot demeure, attendons de voir. Le président du Faso, Paul-Henri Damiba, dans un communiqué daté du 2 mars, a instruit le contrôleur général d'État de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASELC de procéder dans les meilleurs délais à un contrôle général de la gestion des structures de l'administration publique. Au RENLAC, réseau national de lutte anticorruption, cette décision est saluée. Pour Sagado Nakanambo, secrétaire exécutif du RENLAC, c'est une décision qui s'inscrit même dans la logique de l'opération Main Propre. Mais de façon pratique, comment le contrôle va s'effectuer sur le terrain et est-ce que les structures commises à la tâche ont les moyens nécessaires pour mener à bien leur mission? Proposition de réponse dans ce reportage de Maxime Jean-Hugues Bambara. Tout en espérant que la décision du président du Faso de procéder à un contrôle général de la gestion des structures de l'administration publique ne soit pas juste un effet d'annonce, le secrétaire exécutif du RENLAC, réseau national de lutte anticorruption, salue cette mesure qui pour lui vient à point nommé. Pour Sagado Nakanabo, ce contrôle s'impose aux nouvelles autorités qui ont plus intérêt à bien cerner l'ampleur des mauvaises pratiques pour engager une nouvelle gouvernance. Si cela ne se fait pas, ça veut dire qu'on va continuer comme avant. Non, il faut qu'ils le fassent. Il faut pas que ça soit seulement nos espoirs. Nous pensons qu'ils ont l'obligation et qu'ils vont le faire. Et que non seulement ils vont le faire, et ceux qu'ils vont constater, ils vont traiter. Parce qu'on a déjà vu des audits ici, dont les résultats n'ont jamais même été publiés, à plus forte raison même qu'on sache qui a fait quoi. Si c'est pour faire des effets d'annonce, pour gagner du temps, je pense qu'ils savent qu'ils n'ont pas le temps. Ils ont 0 temps. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils cherchent à gagner un temps qui n'existe pas. Ces contrôles prendront, selon le communiqué, la forme d'audit de gestion, d'audit d'investigation, de détection de fraude financière, d'audit de marché public et d'audit spécifiques sur les frais de mission, frais de voyage, carburant et dons. Mais comment se fera la mise en œuvre effective de cette décision? Je ne peux pas dire que nous sommes dans le secret des dieux pour savoir exactement comment ça va se passer. Je ne pourrais pas vraiment être précis dans cela, mais c'est possible. Tout ce qu'ils ont cité, c'est possible. Et l'ASE, ils ont le procureur du Faso, les experts comptables, les OPJ, ils peuvent très bien faire... parce que ça ressemble... ça ressemble à ce que son prédécesseur avait annoncé d'opération Main Propre. Le secrétaire exécutif du RENLAC souhaite voir ces contrôles s'étendre sur tous les secteurs publics et les ministères, notamment les ministères de la Défense et de la Sécurité. Les dépenses qui se font dans la défense et la sécurité là ont quelque chose à voir
à ce qui nous est arrivé à Inata et qui continue d'arriver à Djibo ces 24 heures qui précèdent et qui continueront si on n'ouvre pas l'œil et après avoir ouvert l'œil, qu'on arrête. Sinon, l'insécurité va continuer à avoir des beaux jours devant elle. L'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption est appelée à s'attacher les services des experts comptables et de la cellule de traitement des informations financières. Mais ces structures commises à cette tâche ont-elles les moyens nécessaires pour réussir la mission à elles confiée? C'est vrai que la SELC, on a voulu la garder pendant longtemps dans l'impuissance. À tel point même que le personnel qu'il avait au départ a diminué. Mais même ça, parce que la SE ne va pas travailler seule. Il y a tous les OPJ qu'on peut mettre en service. Il y a les experts comptables qu'ils ont annoncés. Ça veut dire qu'ils vont prendre les dispositions pour que tout ce monde-là soit mobilisé, associé. Il y a le procureur du FASO, il y a tout. Je peux même dire qu'il y a les citoyens qu'ils peuvent convoquer pour essayer de les appuyer et pour que ça aille. Pour Sagado Nakanabo, il n'y a pas de raison que les structures engagées pour cette mission échouent, puisque l'environnement juridique permet bien de faire ce contrôle. Toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires seront mises à la disposition de ces structures pour l'effectivité du dit contrôle, précise le communiqué. Mais pour le secrétaire exécutif du RENLAC, le plus important, c'est ce que les nouvelles autorités feront du rapport final attendu au terme des investigations. Suite à leur non-participation aux assises nationales, le réseau national des organisations des personnes handicapées du Burkina sort de son silence. Souleymane Ouedraogo et ses camarades se sentent abandonnés. Ils digèrent très mal le fait de n'avoir pas été associés aux dernières assises nationales, des rencontres pourtant importantes qui visaient à discuter de l'avenir du pays. On les écoute dans ce reportage de Yassine Sawatrou. Elles sont plus de 3 millions de personnes vivant avec un handicap au Burkina Faso. Regroupées au sein d'un réseau qui compte plus de 350 associations, elles se sentent pour le moins abandonnées. Leur indignation paraît d'autant plus légitime qu'elles n'ont pas été associées aux assises nationales du 28 février dernier. Nous avons observé avec grande désolation que les organisations représentatives des personnes handicapées n'ont pas été conviées aux assises nationales des forces vives de la nation qui a abouti à l'adoption de la charte de la transition. Cela nous préoccupe à juste titre parce que nous estimons que les assises nationales constituent pour nous une importante rencontre qui, à l'intérieur, devait permettre de dessiner en tout cas la destinée du Burkina Faso et en principe tout le monde devait y être dedans. Pour Souleymane Ouedraogo, ne pas convier les personnes handicapées à ces assises nationales constitue un recul. Et pour une refondation voulue par les autorités de la transition, se voudrait d'être inclusive pour ne pas faire place à la discrimination. Il est normal qu'une catégorie aussi importante que les personnes handicapées puissent y être dedans et apporter leur contribution à cette ambitieuse aventure. Si véritablement on veut lutter contre la discrimination, l'exclusion des couches socio-spécifiques telles que les personnes handicapées, il faut naturellement favoriser notre pleine et effective participation à la vie de la société en termes de droits humains. Est-ce pour dire que les personnes handicapées ne seront pas prises en compte dans les organes de la transition? En tout cas, le secrétaire général du réseau national des organisations des personnes handicapées dit avoir transmis une lettre au président du FASO sur cette question. Personnellement, en tant que défenseur des droits des personnes handicapées, j'ai adressé à son Excellence Paul-Henri Damiba, président du FASO, une lettre ouverte dans laquelle j'explique les biens fondés que notre transition aura à inclure tout le monde dans ce processus. Et nous espérons que
le président est pris de justice et d'équité, d'égalité, d'égalisation des chances, va véritablement donner un écho favorable à ce cri de cœur. Se référant sur l'article 4 de la loi sur les personnes handicapées, Souleymane Ouedraogo pense que les nouvelles autorités s'y raviseront. L'article 4 dit que c'est depuis la conception, l'élaboration jusqu'à la mise en œuvre et l'évaluation des décisions et des lois que les États partis doivent prendre, que la personne handicapée doit être impliquée. C'est pour dire que c'est tout le long du processus. Si on attend à la fin pour tenter de nous impliquer, naturellement, il va y avoir des insuffisances. Et comme je l'ai dit, ça va être véritablement un recul et ça va être certainement une tache noire qui restera justement indélébile dans cette transition. Le réseau national des organisations des personnes handicapées du Burkina, par son secrétaire général, dit continuer la lutte afin que les droits des personnes handicapées soient respectés. Je vous le disais en titre, dans la ville de Dori, région du Sahel, les céréales telles le maïs, le mil et le haricot se font de plus en plus rares sur le marché. Conséquence, le prix de ces produits a connu une augmentation. Une situation difficile pour les populations qui craignent une crise alimentaire. Cette situation serait due à la crise sécuritaire qui a empêché les agriculteurs de cultiver cette année. Les détails de notre envoyé spécial à Dori, Abdourahim Miagne. Nous sommes au marché central de Dori, chef-lieu de la région du Sahel. Mohamedou Mazid est un déplacé interne venu d'Intagom. Ce 3 mars, il vient se procurer de quoi nourrir sa famille. À sa grande surprise, les prix ont flambé. Le prix du maïs, du mil et bien d'autres produits de grande consommation ont connu une hausse comparativement à la semaine précédente. Avant, on paye ça 7 000. 7 000, 8 000. 8 000. Voilà, maintenant c'est devenu 10 000. Ouais, maintenant c'est devenu 2 000. Voilà, c'est 14 000. C'est trop cher, wallah. Dieu n'a qu'à nous aider. Voilà. Ouais. Sinon, ça touche à tout le monde. Voilà, bon, ça fait 10 000 francs. Cette année-là, je ne sais pas comment on va vivre même. Pour Amidou Diko, commerçant dans ce marché, c'est une crise alimentaire qui frappe à la porte. Le prix des céréales ne fait qu'augmenter. Pourtant, les populations sont de plus en plus démunies au regard de la situation sécuritaire. On a un problème de crise alimentaire. Cette année-là, le sac de mil, ça fait 30 000. Alors que l'année passée, ça fait 14 000 francs. Le sac de tourteaux, l'année passée, ça fait 8 000 francs. Maintenant, ça fait 10 000 francs. Donc vraiment, il faut que maintenant le gouvernement puisse nous aider à faire le terrorisme. Là, ça nous fatigue trop. Je suis là pour acheter du maïs. Bon, en tout cas, habituellement, avant, on payait ça 350, 400. Mais voilà, le commerçant vient de me dire que ça fait 500 francs la boîte. Ici, même, je dirais même que ça va parce qu'en arrière, on me disait 550, 700. Et des qualités même qui n'est pas meilleures. Chez Brahima Bokoum, vendeur de mil ici au marché de Dori, la demande est forte. Les denrées se font rares et par conséquent les prix flambent. Il ajoute qu'avec le stock disponible, il ne pourra satisfaire sa clientèle que pendant 72 heures. Le problème de ravitaillement se pose à ce commerçant, comme cela n'a jamais été depuis plus d'une décennie d'expérience dans la vente de mil. Pour avoir 1000 là même aujourd'hui, c'est pas, en tout cas c'est trop, c'est nos difficultés aujourd'hui. On ne gagne même pas notre stock. Mais. Par exemple, si tu veux 1000 sacs, tu vas avoir 200. Si tu veux 200, tu vas avoir 50 sacs ou 60. Donc, notre objectif même, ça n'arrive même pas aujourd'hui. Où ça part là, ça devient difficile vraiment. Chaque jour, ça augmente. On peut vendre aujourd'hui, si le marché vendredi sort, quand tu demandes, on te dit c'est augmenté. Tu es obligé de payer. Chaque fois. Depuis que moi j'ai commencé à vendre 1000 là, je n'ai jamais vu ça. Si ce n'est pas cette année. Face à cette situation, les commerçants disent être contraints d'être solidaires avec les populations qui pour la plupart sont des déplacés internes ou qui rencontrent des difficultés financières. Actuellement, on est obligé même de vendre à crédit, d'accompagner nous-mêmes la population. Même si tu n'as pas les moyens, tu es obligé de donner. Parce que si un client vient, il t'explique ses problèmes, que lui vraiment il n'a pas de l'argent pour payer, puis il est obligé de nourrir sa famille. Qu'hier, nous, il n'a pas préparé chez lui. Bon, étant donné que tu es un musulman, quelqu'un vient dire qu'il n'a pas mangé hier, même si toi aussi tu n'en as pas, tu es obligé de l'aider.
La population de Dori appelle donc les autorités à venir à leur secours pour atténuer les effets de cette crise alimentaire qui est déjà présente. Pour elle, la mauvaise pluviométrie et surtout la crise sécuritaire sont à la base du manque de céréales sur le marché. Les paysans ont abandonné les champs pour préserver leur vie. Hivernellement, on n'est pas cultivé. Les gens, tous les villages autour ici, là, les gens n'ont pas cultivé. Ils ont eu la peur à cause de l'insécurité. Donc c'est pour cela, il n'y a même pas 1000. Les gens n'ont pas pu cultiver, c'est pourquoi les produits sont devenus chers. Avant, chacun avait de quoi se nourrir, mais avec la situation, personne ne peut cultiver. Le problème ici à Dori, c'est l'insécurité. Que l'État travaille à restaurer la sécurité et rendre les produits de grande consommation moins chers. Parce qu'actuellement, le prix du maïs est à plus de 30 000 francs le sac de 50 kg. C'est ça qui est le problème. Les attentes donc des populations de Dori vis-à-vis des nouvelles autorités sont la sécurisation du territoire et le retour des déplacés internes dans leur localité pour vaquer à leurs occupations. Mais en attendant, une assistance alimentaire sera la bienvenue pour soulager ces populations du Sahel. Retour à Ouagadougou pour parler santé, précisément de la couverture universelle en matière de santé, CSU. Elle sera bientôt une réalité au Burkina Faso. Avec la CSU, tous les Burkinabés devront désormais avoir accès au centre de santé. Dans le prochain reportage, vous entendrez l'économiste de santé, le Dr Joël Kiendolbero, sur les tenants et les aboutissants d'un tel système en adéquation avec l'économie de santé. Le spécialiste en économie de santé suggère aussi à la population de mettre à profit l'économie de santé afin d'éviter les situations d'appauvrissement. Le reportage est signé Serge Kabouré. Faire en sorte que tous les individus aient accès aux services et soins de santé, malgré les difficultés financières, c'est l'objectif visé à travers la mise en place de la couverture universelle en matière de santé CSU. En d'autres termes, les questions financières ne doivent plus être un handicap pour l'accès à un centre de santé au Burkina Faso. L'économie de la santé, c'est d'abord une discipline de la santé publique. Et c'est une discipline assez jeune, donc, qui est née dans les années 1960 donc, aux États-Unis. Voilà, donc il y a un prix Nobel qui est Kenneth Arrow, donc, qui a montré que la santé avait un certain nombre de spécificités. Donc, l'économie de la santé, c'est de l'économie appliquée au domaine de la santé, et justement, il a vu que la santé présentait ses particularités, donc qui faisait qu'on ne pouvait pas lui appliquer les lois classiques en fait, de l'économie. À en croire notre spécialiste du jour, l'économie de santé et la couverture santé universelle présentent beaucoup d'avantages pour les populations. L'économie de la santé vise en fait à faire des choix, donc les meilleurs choix qui maximisent la santé de la population. Donc, dans ce sens, l'économie de la santé est une aide à la prise de décision. Et par les différentes analyses que l'économiste de la santé pourra faire, donc il pourra éclairer les prises de décision que le décideur politique voudra bien prendre. Et pour parvenir à une mise en place effective de la couverture santé universelle, une collaboration s'impose avec les autres disciplines. Quand vous prenez des disciplines comme le droit, donc le droit à la santé, donc c'est une branche. Quand on prend la sociologie de la santé existe, il y a l'anthropologie de la santé, donc il y a les épidémiologistes, donc etc., etc. Donc il faut que toutes ces disciplines puissent travailler ensemble de manière coordonnée, de manière complémentaire et de manière synergique. Donc l'économie de la santé, sa place, c'est d'aider à évaluer les aspects économiques, par exemple des problèmes de santé, aider à faire des analyses concernant l'offre et la demande,
Donc aider à faire les analyses en lien avec le financement de la santé, mais ce n'est pas suffisant. Mettre à contribution l'économie de la santé afin d'éviter les risques et les défis liés à la couverture santé universelle, cela est possible à en croire les explications du Dr Joël Kiendrebego. Il précise que pour ce qui concerne des cas de paiement direct, cela n'est pas sans conséquences. Ça peut entraîner ce qu'on appelle des coûts catastrophiques ou des coûts appauvrissants. Donc les coûts catastrophiques, c'est-à-dire que vous dépensez une large proportion de vos revenus dans les soins de santé et ça vous amène à renoncer à d'autres besoins qui sont tout aussi importants. Donc, les dépenses de santé élevées peuvent par exemple vous amener à renoncer par exemple, à la scolarisation des enfants. Ça peut amener à ne pas manger correctement. Donc ça peut amener à ne pas se vêtir correctement ou à ne pas pouvoir se loger correctement. Le docteur Joël Kiendrebego invite les populations à mettre à profit l'économie de santé afin d'éviter des situations d'appauvrissement. Toute chose qui, selon lui, facilite la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Littérature, ils ont tous échoué est une œuvre d'une centaine de pages qui dénonce la malgouvernance. Dans cet ouvrage, il est décrit la situation actuelle du Burkina Faso, marquée par l'insécurité et son lot de conséquences négatives. Son auteur Issa Sawadgo, accompagné des personnes qui partagent sa vision, a procédé le 5 mars dernier à la dédicace de cette œuvre à Ouagadougou. Nous allons maintenant à la découverte de l'œuvre avec Fatima Tanikema. Briser le silence et éviter d'être le complice des maux actuels de la société burkinabé. C'est l'ambition de Issa Sawadogo à travers son essai intitulé « Ils ont tous échoué ». De l'arme à Monsieur le pauvre, réveille-toi, cette œuvre qui traite de 29 thèmes dénonce le silence des autorités coutumières, religieuses, administratives et politiques face à la malgouvernance. Il y a des parties, c'était des témoignages, c'est la vérité. Il y a un déplacé, un enfant de terminale qui a témoigné, et je l'ai mis dedans, le calvaire d'un déplacé interne. Et il y a aussi une dame qui a perdu son mari au front. Un voyage sans retour. Vous ne pouvez pas lire ça. Quand même, si vous êtes humain, ne pas avoir quelque chose au cœur. Selon Jean-Hubert Bazier, préfacier de cet essai, Ils ont tous échoué est un inventaire des tares de la société burkinabé fait par un observateur avisé qu'est Issa Sawadogo. À en croire ce dernier, l'auteur, en plus de poser un regard critique, fait également des suggestions dans l'ouvrage. Et dans les décennies à venir, les gens qui le liront comprendront qu'il a vu juste et qu'il a fait œuvre de dévotion. Tous les schémas de notre actualité y sont tracés. Je dis bien tous les schémas, parce que à travers une simple ligne, vous pouvez en 17 ans retrouver l'ensemble de l'actualité. Ils ont tous échoué est la deuxième œuvre de Issa Sawadogo. Acteur politique et candidat recalé à la présidentielle de 2020 au Burkina Faso, l'auteur appelle les différentes composantes de la société dans son œuvre à bannir l'égoïsme et faire preuve de sagesse et de solidarité. Et pour terminer, demain 8 mars 2022, le monde entier célébrera encore l'autre moitié du ciel. Au Burkina Faso, la journée internationale sera célébrée dans la sobriété au regard de la situation nationale difficile. À noter que cette année, aucune communication officielle n'a été faite pour donner une orientation au 8 mars édition 2022, ce qui s'explique aussi par la situation du pays. Toutefois, votre télévision True TV est allée à la rencontre de la directrice générale de la femme et du genre pour en savoir davantage sur l'organisation de la célébration cette année. Sans plus de commentaires, je vous laisse découvrir les grandes lignes de la célébration de demain dans cet entretien réalisé par Sanata Siré. Il n'y aura pas d'activité festive du côté du ministère en charge du genre en ce qui concerne la commémoration de la Journée internationale de la femme 8 mars 2022. C'est ce qui ressort du reste de notre entretien avec la directrice générale de la femme et du genre. Cette année, la journée du 8 mars sera célébrée dans la sobriété avec deux activités majeures au programme.
Un panel sur le thème national de la commémoration et un repas communautaire notamment dans les zones à fort défi sécuritaire au profit des déplacés internes qui ont vu leur nombre augmenter ces derniers mois. Cette année, la commémoration sera marquée par un certain nombre de principes, c'est-à-dire une commémoration en solidarité avec les personnes déplacées internes et avec toute la sobriété possible au regard du contexte national. Nous comptons organiser surtout dans les zones à fort défi sécuritaire et au profit des cours de solidarité de Ouagadougou et un repas communautaire pour marquer notre solidarité et notre communion avec les personnes déplacées internes. Défis sécuritaires et sanitaires, quelle stratégie pour une meilleure protection des femmes? C'est sous ce thème que sera commémorée la 165e journée internationale de la femme au Burkina Faso. Pour la directrice générale de la femme et du genre, le choix de ce thème se justifie. Le Burkina Faso a porté son choix sur ce thème parce que nous sommes confrontés depuis quelques années à une crise sécuritaire. Et vous savez aussi comme moi que depuis 2020, et à cette crise sécuritaire s'est ajoutée une crise sanitaire. Nous avons remarqué qu'il y a de plus en plus une certaine fragilité qui est creusée et des inégalités creusées entre les hommes et les femmes. Ce qui justifie le choix de ce thème afin de pouvoir réfléchir sur les stratégies et les solutions idoines à même de pouvoir mieux protéger les femmes dans ce contexte. Sur la question des pagnes, et comme à chaque édition du 8 mars, 2 ont été officiellement retenus pour 2022. Un tissé et l'autre imprimé. Des pagnes sélectionnées par le comité de sélection des motifs du pagne de 8 mars mis en place par le ministère. À l'issue d'un long processus de sélection, et nous avons retenu un pagne tissé qui est celui d'une tisseuse de la région du centre, et Madame Conquisseré Lambi Compaoré, et qui va servir pour la commémoration. Aussi, au niveau des pailles imprimées, le choix s'est porté sur le pain soumis par l'entreprise Ganitex, donc pour pouvoir commémorer cette journée. Tout en souhaitant une bonne commémoration à l'ensemble des femmes du Burkina Faso, la directrice générale de la femme et du genre invite ces dernières à être solidaires et à avoir une pensée à l'endroit des couches les plus vulnérables lors de la commémoration de cette journée. C'est la fin de ce trésor premier de la semaine. Merci de l'avoir suivi. C'est une semaine qui s'annonce particulière pour la femme. Je souhaite qu'elle soit fructueuse pour chacune d'entre vous, mesdames. À demain 13h.